Mohamed Chaya. On est ravi que tu aies accepté l'invitation de l'incubateur d'initiatives citoyennes pour réfléchir aux conflits de normes dans notre société, en prendre conscience et bien le comprendre pour envisager de fabriquer du commun au service d'une belle idée, celle de notre communauté nationale. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, en précisant ton rapport à Vaux-en-Velin? Merci beaucoup pour cette introduction, Thierry. Je me présente, je m'appelle Mohamed Amin Chaya, j'ai 24 ans et je suis actuellement en Master 2 à Sciences Po Paris, donc en école d'urbanisme. Alors, qui je suis? C'est une excellente question. Je suis une personne très éclectique qui fait plein de choses, un vrai touche-à-tout dans le monde associatif, dans le monde créatif, dans le monde académique aussi, voilà, pour résumer un peu, revenir sur, le parcours un peu, dans les grandes lignes, je suis, né à Vanvelin, en 2000, donc j'ai 24 ans actuellement, et j'ai grandi, toute ma vie quoi, jusqu'à mes 18 ans, donc je suis j'ai envie de dire un vrai modèle. Et dans ce sens-là, parce que c'est dans cette, commune, en fait, que j'ai vraiment, construit mon identité et après mes 18 ans, après le bac, donc j'ai eu la chance de faire pas mal d'expériences internationales et aussi, de quitter, la ville tout simplement. En fait, j'emporte ces 18 années avec moi, comme j'emporterai un sac à chaque fois que je me déplace. Donc c'est pour ça que je dis un vrai Vaudais dans le sens où, ce lien-là, il m'est précieux et c'est ce lien que je cultive, en fait. Donc après mes 18 ans, donc j'ai quitté, Vanvelin, comme je l'ai dit et je suis parti, vivre à Reims, pendant, 2 ans pour, mon bachelor, donc ma licence et ensuite pour mon master, je suis venu, à Paris. Entre-temps, j'ai fait une année, d'échange universitaire d'1 an où je suis parti vivre en Turquie. Je travaillais en parallèle à l'Institut français, donc à l'ambassade de France et en même temps j'étais en échange à l'université de Galatasaray. Donc c'est un peu le topo, classique d'une troisième année quand on est à Sciences Po Paris, c'est voilà, d'avoir une expérience, internationale, universitaire et aussi, pourquoi pas, professionnelle. Et donc depuis que je suis en master, je vis, à Paris, actuellement dans le 93 et tous les jours je fais, Épinay-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Germain-les-Prés, c'est un aller-retour assez drôle. J'ai l'impression que je voyage beaucoup, chaque matin et chaque soir. Voilà, donc je côtoie, voilà, différents univers et moi, c'est ce qui m'enrichit, ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Je suis aussi le fondateur et le président de l'association Cœur Banlieusard qui fête ses, 8 ans presque aujourd'hui et donc c'est une association, vaudaise qui a pour but de lutter contre les formes de précarité, principalement à travers, l'aide alimentaire. Donc on organise des maraudes, des colis alimentaires, des, repas, en foyer et cetera. L'idée, c'est de, mobiliser, la jeunesse vaudaise et tout simplement aussi les habitants vaudais, dans ces actions-là. Et aujourd'hui, on a, un panel d'actions, que ce soit événementielles, des tournois de foot, des kermesses, ou même des actions à l'international. On organise des voyages humanitaires qui, sont organisés par, les membres de l'association. Cœur banlieusard, ça a une origine et il y a un petit jeu de mots aussi dans le nom, parce que du coup, ça s'écrit, banlieusard, Z-H-A-R et pas Z-A enfin A-R-D, le fameux, suffixe, français qui est, par essence péjoratif, hein, et qui ne devrait pas, parce qu'on décrit, des habitants, d'un espace géographique du territoire et donc il y a pas de jugement de valeur à avoir. Donc c'est pour ça que nous, basé sur ce constat-là, on a décidé de se renommer banlieusard, qui veut dire chance en arabe et qui du coup, inspire, l'idée que la banlieue finalement c'est un espace où on a beaucoup de chance d'y être, parce qu'on est nourri par plein de choses qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et en même temps que, dans l'idée, dans l'ADN de l'association, qu'on veut aussi redonner cette chance aux personnes qui en ont, besoin aujourd'hui. Vaux-en-Velin, c'est assez connoté localement et régionalement, mais dans le pays, bon à l'internationalement, c'est pas connu, hein, mais dans le pays, nationalement, c'est pas si connu que ça, hein. Il y a pas grand monde qui sait, qui saurait situer, Vaux-en-Velin, ou même les banlieues lyonnaises, de manière générale sur une carte, quoi. On n'est pas connu plus que ça et du coup, moi, je me rappelle une fois, quand je suis arrivé, à Sciences Po, à Reims, la première fois
j'avais discuté avec certaines personnes et il y avait des gens qui étaient un peu de différents patelins, quoi, de la France, parce qu'on vient vraiment des quatre coins de la France. Et ils osaient, enfin, je comprenais pas ce truc de pas oser dire le nom exact de ta ville de naissance, de ton village ou ta campagne de naissance, parce que moi, je créais surtout l'époque, je venais à Vanvelin. Et il y avait beaucoup de gens qui savaient pas ce que c'était. Et du coup, c'était moi qui créais cette image-là, en fait, de Vanvelin. C'était pas vraiment connoté dans leur esprit. Donc, je leur expliquais que je venais d'une ville, on bougeait, on faisait pas mal de choses. On était une population principalement jeune. Voilà, à Lyon, donc c'est dynamique, c'est actif, etc. Qu'on est une banlieue de France. Et du coup, bah, j'ai appris à ces personnes-là à avoir une image positive, je pense, de Vanvelin. Et du coup, carrément, bah, plusieurs reprises, on me disait, ouais, le mec de Vaud, etc. Mais c'était pas le mec de Vaud comme il pouvait être connoté chez d'autres personnes, vous voyez ou pas? Et donc, bah, moi, je trouve ça drôle parce que du coup, eux, à chaque fois, quand ils se présentaient à leur tour, euh, il y en avait qui venaient bah, d'une petite ville à côté d'Arcachon, etc. Et ils disaient toujours la grosse ville. Et moi, je disais jamais que je venais de Lyon, parce que je viens pas de Lyon. Et si je te dis ma ville, c'est parce que j'ai envie que tu l'apprennes et que j'ai pas envie que tu réduis ça à quelque chose à côté de quelque chose d'autre. Sinon, on est encore loin du problème. Et du coup, bah, comment est-ce que je vois les personnes qui ont, on va dire, je pense, une vision stéréotypée de Vanvelin, bah, je les vois comme des personnes qui connaissent pas, en fait, simplement Vanvelin et qui s'arrêtent à une image superficielle. Et j'ai envie de même dire une image inventée, hein, imaginée, parce que c'est un discours, je pense, qui est vieux, ça. C'est fini, tout ça. C'est d'un autre siècle. Donc, donc tout l'imaginaire qu'on convoque, c'est périmé. Quels sont tes ancrages? Famille, culture, religion, amis? Quelles valeurs t'ont été transmises? Comment tu t'es construit? Alors, c'est un peu un exercice, je pense, difficile de dire, de résumer toute son éducation en quelques mots. C'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais je pense d'abord c'est parce que on n'a pas vraiment aussi conscience vraiment de tout ce qu'on hérite pendant cette période-là de notre vie et que bah, c'est le but du jeu de la vie en fait d'apprendre tout au long jusqu'à notre mort de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment hérité et porté et choisi et construit. Donc moi je dirais que bah, Dieu merci, j'ai été bien éduqué avec un bon cercle familial. Donc je suis le dernier d'une grande famille. On est 10 enfants chez nous. Je suis le 10e enfant. J'ai grandi avec quatre sœurs, un papa et une maman. Et donc oui, quand j'étais né, j'avais déjà des grands frères qui étaient certains déjà mariés, voilà, qui faisaient déjà beaucoup de choses. Et donc en fait, j'ai grandi dans une famille où je pense que la situation a fait que j'ai été éveillé très tôt à plein de sujets importants. Que ce soit l'actualité, la politique, notre identité, la citoyenneté, la connaissance, la science, etc. Toutes ces choses-là, en fait, j'avais l'habitude des enfants parce que mes grands frères et sœurs en parlaient à table, en parlaient à la maison, discutaient entre eux. Et donc ça fait que bah, je me suis construit avec une soif et une curiosité naturelle, en fait, d'apprendre le monde qui m'entourait, etc. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fait peut-être des sciences sociales parce que ça reste hyper large. En même temps, c'est pas bien spécifique à quelque chose. Et, euh, et donc, bah, typiquement, moi, tu vois, genre, une des valeurs que j'ai, c'est le respect des aînés par rapport à ça. Et du coup, j'ai toujours ce réflexe d'avoir un vouvoiement quand je parle avec une personne qui est plus âgée que moi. C'est un réflexe qui est parfois peut-être pas partagé par tous les milieux ou par tout le monde. Au contraire, pour certaines personnes âgées, c'est valorisateur pour eux de les tutoyer. Alors que bah, du coup, moi, le réflexe que j'ai, c'est de les vouvoyer et de garder ça. Donc ouais, non, je pense que ma famille a été le principal socle de mon éducation. Euh, et après, bah, je pense que tout le reste, ça en découlait un peu de ça, quoi. Je pense pas avoir grandi dans un environnement traditionnellement marqué. C'est-à-dire que moi, mon papa, il est très âgé aujourd'hui. 10 enfants, ça se porte, hein. Enfin, du coup, c'était pas lui qui les portait, mais ça s'assume. Et du coup, quand même, mon papa, il a quand même été très souvent à la recherche, en fait,
de cette connaissance, de cette déconstruction, de tout ça. Il lisait énormément, que ce soit des livres politiques, des livres de toutes sciences en fait. Il était vraiment très très, j'ai envie de dire, intéressé par ces thématiques-là. Il a été syndicalisé très tôt. Il a fait il a été dans des associations, il a dirigé des comités dans des mosquées. Il a fait vraiment plein de trucs différents. Et du coup, dans notre famille, on n'a pas, comme je l'explique vraiment, le terme tradition, je me reconnais pas dedans. Parce que on a quand même l'habitude de toujours être dans cette conscience de porter quelque chose. Et du coup, il n'y a pas vraiment de tradition chez nous. Enfin, genre, il y a pas de, on porte pas cet impact-là. Bah, typiquement, quand on rend visite à notre famille en Algérie, bah, parfois on sent un petit décalage, quoi. Donc on n'est pas, j'ai envie de dire, enfin, encore une fois, ce terme-là, voilà, je suis pas, ce serait mentir que de dire oui, j'en ai, voilà. Ce qui est aussi intéressant et positif dans le cadre de ma famille, c'est que mon père, dans l'éducation qu'il nous a donnée, il nous a laissé une grande liberté. C'est-à-dire qu'il nous a jamais imposé un choix d'école, de carrière. Je me rappelle déjà, en troisième, j'hésitais entre aller en pro ou en général. Il me disait, bah, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux aller en pro, vivre ta vie, tu peux aller en général, tu peux aller en technologique, tu fais ce que tu veux, voilà. Donc, et ça se voit dans les différents parcours de ma famille, mes frères et sœurs, on est bah, dans des corps de métiers complètement différents les uns des autres. Et donc ouais, il y a ce mot-là de soyez conscient du parcours que vous voulez mener, qui pour moi est un peu en contradiction avec l'idée de tradition, parce qu'on porte un héritage qu'on ne questionne pas forcément. Vous voyez. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'était sur mon éducation religieuse. Oui. Et par contre, oui, sur ce point-là, on a quand même été baigné dans une famille de religion spirituelle, musulmane. Et du coup, depuis l'enfance, notre père nous inculquait en fait les bases de l'islam, les grandes valeurs de l'islam, l'histoire de l'islam, etc. Déjà très jeune. Il y a certains de il y a certains de mes frères et sœurs qui sont partis à l'école coranique, étant très jeunes, qui ont bénéficié de l'éducation religieuse à la mosquée. Moi et une de mes sœurs, on l'a fait à la maison, parce qu'on était les deux derniers. Et mon papa, je pense qu'il était assez cultivé à ce moment-là de sa vie pour pouvoir peut-être mener le truc. Et donc ouais, on a baigné quand même dans une famille qui est très religieuse et spirituelle. Est-ce qu'il y a des moments clés, une sorte de bascule où tu as pris conscience de divergences de valeurs, et que choisis-tu de nous confier? Je pense que j'ai peut-être été conscientisé assez tôt sur cet écart-là, sur cette barrière-là. Et du coup, je pense, naturellement anticipé. Quand j'ai été confronté à d'autres milieux sociaux, typiquement bah, la bourgeoisie parisienne. Euh, et du coup, j'ai quand même envie de réfléchir et de trouver un exemple qui m'a peut-être vraiment heurté. C'est comme la fameuse question, est-ce que toi, tu as été victime de racisme? Bah, du coup, pareil, j'essaie d'y réfléchir, mais je j'ai pas envie non plus de fantasmer la réponse ou de mentir et d'être vrai par rapport à mon histoire. Donc, il y a certaines réflexions ou certains, on va dire, mécanismes de pensée qui m'ont heurté dans leur manière d'être en soi, mais auxquels j'ai pas vraiment été confronté directement. Je pense qu'il y a eu, du coup, des moments, peut-être pas clés pour moi, parce que j'avais, comme j'expliquais tout à l'heure, déjà anticipé un peu cet écart. Et c'était quelque chose auquel on était assez sensible dans ma famille, qu'on lisait sur ça, enfin qu'on connaissait, quoi. Et pourtant, c'est toujours des moments où on a cette perspective, où on se dézoome de soi-même, on se dit, attends, c'est vraiment en train d'être vrai là? Et du coup, c'est bah, typiquement quand j'ai été confronté un peu aux enfants de la bourgeoisie parisienne, bah, je me suis rendu compte qu'on a énormément de différences et de points de divergence. Bien qu'on a aussi des points de rassemblement, parce que je trouve que ce qui est fort dans la jeunesse, c'est que bah, on écoute à peu près les mêmes choses. Ils écoutaient du rap comme enfin, comme j'en écoute, ils écoutaient, enfin, on avait quand même pas mal de points en commun, et du coup, c'est un peu aussi un message d'espoir quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet écart où, ne serait-ce que sur
la connaissance des milieux typiquement qui font mon identité, d'où est-ce que je viens, que ce soit ma religion ou mon lieu de naissance. Bah, j'ai été confronté à des pensées complètement stéréotypées, quoi. Et voilà. Donc après, bon, moi, je suis quelqu'un qui le prend souvent à la rigolade et qui fait en sorte aussi pas enfin, si, enfin, je vais utiliser ce terme, mais c'est un peu une vision hiérarchique que j'aime pas trop mettre, mais pas d'éduquer, mais un peu voilà, de sensibiliser sur ces sujets-là. Euh, alors, comme exemple concret, qu'est-ce que je peux citer? Bah, typiquement, j'avais parlé un jour avec une fille enfin, dans la discussion, je lui avais expliqué que j'avais des sœurs, je lui ai montré des photos de mes sœurs, on était combien, voilà, on apprenait à se connaître à Sciences Po. Et mes sœurs portent le voile et elle pensait que elle pouvait quand même faire des choses et tout. Mais du coup, moi, c'est pris à la rigolade parce que je me suis dit, c'est pas forcément évident. Parce que je lui avais dit qu'une de mes sœurs, elle adorait faire de la natation. Elle me dit, ah, mais j'ai un club de water polo, faut qu'elle vienne, elle peut mettre le bonnet. Et du coup, je me suis dit, mais je crois qu'elle a peut-être pas compris. Et donc, c'est sur des petits trucs comme ça, au fur et à mesure, il y a tous ces moments où je me dis, oui, il y a plein de. En fait, il y a tous les détails de leur conception du truc qui n'est pas fini, en fait. C'est nébuleuse pour eux, ils s'arrêtent à là. Et ils vont pas peut-être chercher à essayer de confronter ça. Et du coup, bah, je me dis peut-être que nous aussi, on ne cherche pas aussi de confronter ça d'autre côté. Donc, c'est vrai que la question, elle est intéressante. Selon toi, quelle part de responsabilité ont les médias, justement, pour le coup, dominants, les médias mainstream? Pour répondre à la question, est-ce que les médias aujourd'hui en France ont une part de responsabilité euh, dans l'entretien de cette frontière? Complètement. Complètement. Après, je trouve ça intéressant ce que tu dis, enfin, de questionner même le fait, parce que pour moi, euh, un média, en tout cas un journal télévisé, euh, voilà, un média, en fait, le terme même de média, d'apporter une information, euh, et pour moi, il va pas transformer, et les études le montrent, il transforme pas la manière de penser des gens. C'est pas en allumant BFM qu'on va penser comme BFM. Et ça, faut être clair dessus, d'accord? C'est pas parce que ces chaînes-là font de grosses audiences que tout le monde qui écoute pense comme ça. Ça, c'est quelque chose d'important d'abord à préciser. La deuxième chose, c'est que par contre, ça conforte l'idée de ceux qui pensent déjà comme ça. Donc ça veut dire que ça va renforcer. euh, Enfin, je vais faire une phrase un peu cliché, mais un raciste qui regarde des chaînes comme ça est encore plus raciste, va être encore plus extrémiste dans son racisme. Mais une personne qui n'est pas forcément raciste ou qui pense pas comme ça, bah, elle va pas forcément être contaminée. Ça, pour moi, c'est un point important de préciser, parce que souvent, on se mélange souvent dans ce qui se passe avec les médias. Et la question de la responsabilité, oui, pour moi, elle doit être juridique d'abord, parce que ces chaînes-là sont aujourd'hui poursuites par par plusieurs organismes et des dépôts de plaintes qui ont été posés. L'Arcom aujourd'hui traite encore plusieurs dossiers. Donc il y a une première responsabilité juridique qui, sur le point légal, ne doit pas être prise à la légère. Et ça pareil, c'est important aussi de le préciser. Et en ce qui concerne l'aspect, on va dire, plus social de l'objet de ces chaînes-là, bah, pour moi, il est très problématique. Parce qu'aujourd'hui, on transforme l'information comme un ring de boxe, mais d'opinion. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, euh, donc moi, je pense que ça, ouais, c'est. Bah, je sais pas s'il y a un remaniement des chaînes qui a été fait pour ces chaînes-là, en particulier chaînes télévisées. Je crois que C8 n'existera plus d'ici quelques années. En tout cas, qu'il y a un remaniement qui est en train d'être fait à cause de l'émission Touche pas à mon poste, qui, elle, bah, est le ring de boxe français, quoi, d'opinion. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime aussi un autre média, qui est les réseaux sociaux, sur ce point-là. Parce que, en fait, contrairement aux scènes télévisées, le réseau social, il traverse l'intime. Il réussit à entrer à nous imprégner, en fait. Et du coup, parce qu'on aura l'impression qu'on va choisir enfin, les personnalités qu'on veut suivre ou les chaînes qu'on veut suivre, qu'on va être un peu le maître de nos pensées, et en fait, c'est faux, c'est une illusion, parce qu'en fait, on devient le maître, enfin, l'esclave de l'algorithme qu'on crée. Et donc ça, je trouve ça aussi quelque chose qui est important de sensibiliser, d'en parler, parce que autant la télé, il y a cette barrière symbolique de l'écran qui est éloigné, mais le téléphone, il est dans ta poche.
Le téléphone, il est en toi, il est présent le téléphone. Et du coup, donc ça peut, par contre, je pense, aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé d'études qui en parlent, mais je pense que ça peut être vraiment un vrai facteur pour transformer l'opinion de certaines personnes. Euh, Parce que justement, il y a cette barrière un peu qui est déjà bah, violée, je pense. Est-ce que tu penses que les jeunes, enfin, que ta génération et celle qui suit, est consciente que l'algorithme est encore plus fort qu'une ligne éditoriale d'un média dominant? En effet, les réseaux sociaux, moi je le pense, hein, personnellement, ils sont plus. En tout cas, il y a une valeur, quelque chose de presque urgent à comprendre ça. Ils sont beaucoup plus dangereux que les médias traditionnels dans la transformation de l'opinion. Euh, ouais, je suis. Après, sur la question de est-ce que la génération actuelle est sensibilisée à ces questions-là? Je pense que oui. Je pense qu'on est tous sensibles à ça. Ce serait de mentir que de dire que même les jeunes adolescents comprennent aujourd'hui l'algorithme et savent de quoi il en retourne. Peut-être pas dans les détails, ni même, voilà, et, enfin, avec qui l'a fait, pourquoi, etc. Bon, l'histoire du truc, peut-être pas. Mais tout le monde le sait. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans la trappe et comment on fait pour s'en défaire? Parce que c'est comme combattre, enfin c'est littéralement en fait combattre les 100 cerveaux les plus intelligents diplômés du MIT qui se sont réunis autour d'une table et qui ont réfléchi à comment mettre en place un outil qui puisse nous dépasser dans cette conception-là. Et c'est littéralement ça. Donc je pense qu'on en est tous conscients, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction. Je vais rien vous apprendre en vous disant que ça crée de la dopamine et des cercles de, de- de- d'envie, en fait, irrépressible de continuer à y rester. Et on regarde, ça se voit juste d'utilisation quotidienne de réseaux sociaux sur le téléphone. C'est pas normal, en fait, qu'on en arrive à là. Donc, c'est comme dire à une personne qui fume, est-ce que tu sais que fumer, c'est dangereux, quoi. Et bien sûr, mais il y a toute une industrie derrière, il y a tout un schéma aussi qui est mis en place déjà pour fumer. Donc bah, c'est pareil pour moi que les réseaux sociaux, sauf que là, il y a l'enjeu de l'opinion qui est présent. Discutons maintenant du conflit de normes. Et si on fabriquait une boussole pour identifier les clivages qui abîment l'horizon de ce que pourrait être une France en entier? Commençons par le sentiment d'appartenance, une ironie de l'histoire? Alors, je pense qu'il y a un réel souci, peut-être en France, avec la question de l'identité. Ça se voit à chaque élection, qu'elle soit européenne ou n'importe laquelle d'entre elles, que c'est un sujet qui crispe et qui divise à chaque fois. Euh, Est-ce que cette période est récente? Je sais pas. Je pense que quand même il y a eu un vrai basculement depuis bah, le 11 septembre 2001, internationalement et surtout en France. Enfin, je parlais de ce sujet-là hier avec ma grande sœur qui me disait qu'elle était au collège en 99, 2000, 2001 et 2002 et qu'à partir de 2001, elle a vraiment senti ce basculement national sur la question de l'identité et que finalement l'identité était peut-être réservée à une certaine partie de la population et pas à une autre et que les autres c'était pas vraiment non plus voilà des Français quoi et elle appuyait ça sur bah, plein d'événements typiquement enfin elle me disait que à la question de ne serait-ce que l'habillement tout ce qui touche au vestimentaire des personnes avant quand c'était assez culturel, c'était très accepté par tout le monde, que ce soit les différentes communautés, bah, la communauté turque, les communautés arabes, les communautés subsahariennes, et c'était vraiment vu comme une richesse. À ce moment-là, on était dans le pic du rail en France, tout le monde participait, tout le monde consommait cette musique qui pourtant venait d'ailleurs et qui était montrée comme une française, quoi. Et en fait, bah, après ce point de bascule-là, bah, on commençait à faire attention à tout ça. Quelques années après, hein, il y a eu la fameuse loi 2004 sur les codes vestimentaires et le voile dans l'école française. Donc, est-ce que on est dans cette période-là seulement maintenant? Je pense pas. Je pense que ça dénote vraiment d'une montée historique petit à petit avec différents événements. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, il y a un vrai débat. Je pense qu'aussi sur la question
de la conception d'identité française, euh, on aborde aussi peut-être pas, en tout cas de mon ressenti, j'ai pas l'impression que c'est abordé de la meilleure manière possible. Euh, je pense que le prisme d'assimilation, il, est- il prime vraiment encore dans les conceptions et dans ce qu'on peut entendre aussi dans les sphères politiques ou médiatiques. Et, euh, et ouais, bah ça crispe en fait les communautés. Et on n'est pas dans le trait d'union qu'on veut défendre. Et le choc des civilisations. Honnêtement, moi, je sais pas comment aborder cette question euh, autrement que le prisme de ce que je vis. Pardon, quelle question? Ah, ok. Désolé. Je sais pas comment aborder cette question du clash, entre guillemets, civilisationnel autrement à travers le prisme que je vis. Et enfin, du coup, que ce soit les grandes théories de guerre, etc., je suis pas. J'y suis pas vraiment sensible, ni même je me sens pas légitime de commenter ça parce que j'ai pas vraiment non plus peut-être le regard complet. Mais en tout cas, c'est sûr que ça résonne par rapport à plein d'épisodes de mon histoire. Et je le reconnais, je l'entends et je le vis plusieurs moments. Typiquement, j'ai travaillé bah, dans des milieux un peu diplomatiques, français à l'international. Et j'ai vu que bah, mon identité était acceptée, elle était enfin, mise en avant, valorisée, à partir du moment où je ne montrais pas trop euh, certains points de mon identité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vite remarqué et que j'ai vite compris et qu'on me l'a fait aussi comprendre subtilement. Et du coup, donc, je pense pas être un cas isolé, je pense pas être le seul à vivre ce genre de choses. Et du coup, ça fait écho. Je me questionne vraiment sur est-ce qu'un jour on sera capable de faire vivre toutes ces communautés, et j'insiste sur ce mot naturellement, en France. Parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans l'expérience de recherche, en fait, limite, où on essaye un peu de créer des îlots où les communautés peuvent vivre ensemble, où on parle un peu de comités, de intercommunautaires, des trucs comme ça, etc. Et, euh, et c'est pas vraiment fructueux. J'ai pas l'impression qu'on va réussir peut-être à créer quelque chose de solide sur l'acceptation des identités en France. Après, je pense qu'il y a il y a beaucoup de facteurs qui font que, historiquement, on est dans une période aussi où enfin, la colonisation, c'était hier, typiquement. L'esclavage, c'était avant-hier. On est dans une période où, en plus, en France, on a une conception très figée de l'identité française. Euh, on n'est pas sur un modèle, j'ai envie de dire, communautaire à l'anglo-saxonne. On n'est pas du tout dans ça, ne serait-ce que dans la manière, et ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent, dans la manière dont comment les Français ont colonisé certains territoires et les Anglais ont colonisé certains territoires. L'identité, la communauté a été gommée en elle-même. Et c'est pour ça qu'Alger ressemble à Paris aujourd'hui. Et pas que Delhi ne ressemble pas à Londres. Et sur cette aspérité-là, cette spécialité-là qu'on a nous en France, encore plus quand on la combine à la laïcité, bah, ça fait qu'on est dans une situation où bah, finalement l'identité française, elle peut être que imposée. Et elle peut pas être vraiment vécue autrement. Donc, et c'est quelque chose que je vis encore moi aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui est fantasmé ou qui est. La laïcité, elle protège ou elle exclut? C'est super intéressant d'avoir associé le mot protection au mot de laïcité. Parce que je pense que sur le principe, la laïcité, c'est une valeur qui doit être bah, qui est hyper importante et qui est hyper intéressante aussi sur le papier. De séparer les actions étatiques des actions religieuses, c'est c'est- c'est quelque chose qui, sur le papier, défend justement toutes les identités religieuses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la pratique, on est dans cette protection-là? Je pense pas. Je pense qu'on est encore très loin. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on puisse être dans une situation où
j'ai envie de dire, on part un peu avec comme une sorte de bouclier à chaque fois, cet argumentaire de laïcité pour peut-être pas vraiment défendre en fait. Et ça c'est quelque chose qui questionne beaucoup. Liberté, égalité, fraternité. Pour tout le monde? La liberté, la fraternité et l'égalité, elles tiennent si, enfin, ces trois valeurs, hein, elles tiennent si elles sont portées dans un socle qui s'appelle justice. Si la justice n'est pas présente dans toutes ces valeurs, que ce soit l'encadrement des libertés, typiquement, la valorisation de la fraternité ou, le contrôle de l'égalité, eh ben, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est des valeurs vitrines. Donc, elles sont importantes bah, pour nous en tant que Français, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui impérativement y associer la justice entre ces trois-là, parce que sinon, bah, sinon typiquement, on n'y arrivera pas. La citoyenneté entre le droit de vote et une manière d'être? Tu l'as bien défini, la citoyenneté, c'est déjà un état, donc c'est un socle commun de droits et de devoirs. Euh, mais c'est bien plus que ça, c'est une idée, c'est un sentiment, c'est une revendication. On s'auto-définit comme citoyen et on veut se revendiquer comme ayant ses droits et ses devoirs. Bon, ses devoirs, c'est un peu moins, mais c'est surtout ses droits. Les programmes scolaires. L'opportunisme d'un récit ou la pluralité des points de vue? Je pense que c'est un sujet auquel je suis très sensible parce que je trouve que, en effet, aujourd'hui, dans la manière d'éduquer et surtout dans les programmes, donc ce qui dénote directement de l'instance des gouvernements, enfin ouais, du gouvernement, ben, on manque quelque chose, on manque cruellement quelque chose. Euh, j'ai l'impression que j'ai appris les choses les plus importantes de l'histoire française ailleurs qu'à l'école. Et alors importante, c'est subjectif, peut-être que c'est important pour moi et peut-être pas pour d'autres, mais c'est des choses qui, si elles peuvent être d'une résonance particulière, ben, je pense faut les revoir, faut participer à les intégrer. Donc ouais, complètement, complètement. Je pense que là, on manque quelque chose dans les manuels scolaires en France. Bah, typiquement sur tout l'aspect déjà historique, comme tu l'as mentionné. Mais c'est vrai que je sais pas comment, enfin, et je sais pas comment aujourd'hui les manuels scolaires, sur quelle base en fait, ils sont faits. Et ils sont du coup, enfin pas enseignants, enseignants on le sait, mais ils causent la cage, enfin quelles cases sont cochées de quelle charte. Moi ça m'intéresse parce que je me dis que c'est de l'ordre, pour le coup, citoyen. Et la fabrique de l'histoire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bah déjà, l'implication de la France en Afrique pendant le siècle dernier et même avant, sur tout ce qui s'est passé avec le non-respect des normes internationales. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Euh, Typiquement aussi les épisodes de torture qui ont été utilisés, qui ont été cachés, qui ont été mis sous silence pendant des années, où il y a une réelle omerta, on en parle seulement aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, mais pour moi, il y a une vraie justice à apporter à tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la jeunesse est tellement investie qu'il y a eu tout plein d'actions différentes organisées bah, de manière citoyenne, que ce soit les déboulonnages de statues ou les épisodes où on voulait renommer certains quartiers, certains noms, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de défendre enfin, des personnages qui ne correspondent pas aux valeurs de la France. Et donc, faut les retirer. Typiquement, moi, je travaille dans un hôtel à Paris qui est sur boulevard Gallieni, et il y a une pétition actuellement pour renommer ce boulevard-là, qui est un grand boulevard au sud de Paris. Et donc très peu de gens savent qui est ce personnage, ce qu'il a fait à Madagascar, qu'il a été l'homme qui a torturé toute l'île et qui a soumis sous colonisation violente et forcée ce peuple-là. Donc non, c'est important en fait de le savoir. Et ça, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école, que j'aurais voulu qu'on soit plus sensible à ces questions-là. Alors encore une fois,
J'ai parlé de subjectivité tout à l'heure, peut-être que c'est subjectif. Mais du coup, sur quoi se basent les manuels aujourd'hui? Et c'est ça, c'est moi ce qui m'alerte dans ta question, en fait, et qu'on devrait tous se poser, je pense, d'ailleurs. Mais après, typiquement, enfin, à titre personnel, j'ai grandi bah, en QPV, donc l'éducation, malheureusement, ça c'est un fait en fait aujourd'hui, qu'on ne termine presque jamais les manuels de chaque année. Ah, ça m'est arrivé à aucune année, dans aucun cours, d'avoir terminé mon manuel avant la fin de l'année. C'est complètement faux. Pour certains cours, on s'est arrêté au tiers. Donc déjà, en ce qui me concerne, mon territoire, sur ces questions-là, il y a déjà ce problème-là à régler. Et ensuite, il y a des choses qui sont mentionnées dans les manuels, qui sont écrits. Les épisodes de colonisation sont écrits. La violence, la torture peut être mentionnée. Mais la question, c'est est-ce qu'on en parle aussi au niveau auquel on devrait s'y intéresser? Je partage complètement le fait qu'on a besoin aussi de décentrer le regard de l'histoire et de décentrer la fabrique de la connaissance. Souvent, on pense que c'est propre à l'Europe ou c'est propre voilà, à certains territoires, alors que ouais, on a vraiment besoin d'aujourd'hui d'arrêter de voir l'histoire comme ethnocentrée, quoi. Donc ça, je le partage complètement. Ouais. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Chartres, parce que pour moi, il y a d'abord la première question qui doit se poser, c'est la question méthodologique, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Sur quoi on va se baser? Qu'est-ce qu'on va regarder? Et c'est ça qui devrait être au centre des discussions. Est-ce que le concept de citoyenneté religieuse, qui a été réfléchi par un Vaudais, Kassim Ben Yahya, pourrait être un levier pour dépasser le conflit de normes? Est-ce que le marché du Ramadan à Vaux-en-Velin est un entre-soi communautaire ou une occasion de fraternité entre les cultures? Non, oui, c'est sûr que le concept de citoyenneté religieuse, c'est un concept qui est intéressant et puis je pense aussi plutôt parlant à Vaux-en-Velin, comme tu l'as dit, et qui, à travers l'illustration du marché du Ramadan, nous fait du bien, je pense, à la France. Tu vois, sur cette question de citoyenneté religieuse, c'est assez drôle, mais j'ai l'impression d'être l'exemple parfait de ce qui peut poser problème dans cette idée. Je vais m'expliquer. Moi, je suis, du coup, comme j'ai expliqué dans mon parcours, un jeune de Vaux-en-Velin qui a eu une éducation religieuse et qui est de confession musulmane et qui aujourd'hui est amené à côtoyer d'autres cercles. Donc pendant toute la seconde partie de ma vie, j'ai un peu, j'aime pas utiliser ce mot, mais gommé une partie de mon identité, ou en tout cas, je ne l'ai pas forcément montré, parce que ça n'avait pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça a amené cette situation? Ça a amené à me faire comprendre que la religion, c'était quelque chose qui devait être intime. Et ça, je pense que c'est l'un des pièges sur lequel je suis tombé, dans lequel il faudrait peut-être pas que je tombe. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de déconstruction de ce qu'on pourrait croire euh, dans d'autres cercles. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis pas très à l'aise pour parler de religion en public, parce que ça dénote justement à ce que je me suis peut-être fait comprendre, en tout cas inculqué tout seul. Et, euh, et ouais, je trouve qu'il y a un vrai enjeu parce que, au contraire, c'est une véritable force que d'en parler, que d'associer ça, tu vois, typiquement le concept des citoyennetés religieuses. Bah, j'avais jamais entendu parler, j'en avais jamais entendu parler, et pour moi, c'était même pas envisageable qu'on ait pu un peu écrire dessus ou penser dessus, tu vois. Euh, et aujourd'hui, qui bah, m'interpelle et me fait questionner certaines composantes de mon identité personnelle. Et je me dis, voilà, il y a un vrai enjeu sur tout ça. Et je pense aussi que continuer à croire que la religion, ça se vit en intime, c'est peut-être aussi confronter encore euh, certains clichés stéréotypes et les alimenter. Parce qu'en fait, typiquement dans les pays anglo-saxons, j'ai pas non plus envie d'utiliser ça comme exemple à chaque fois, parce que c'est pas forcément non plus un exemple, mais c'est juste un point de comparaison qui est différent. Dans les pays anglo-saxons, pour moi qui ai vécu 6 mois à Birmingham, quand on traversait la grande place de Birmingham, qui est un peu genre le grand centre commercial, et ben il y avait plusieurs stands. Et c'était des stands de quoi? C'était des stands de religion. Et c'est une image qui m'avait marqué et frappé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est même.
Et alors que je voyais que ça dérangeait personne. Je voyais que ça dérangeait personne et que les gens étaient tout aussi réceptifs. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que bah, les personnes qui étaient dans ces stands-là discutaient, parlaient. On pouvait entendre du Coran, on pouvait entendre des versets de la Bible, on pouvait entendre voilà, d'autres ouvrages peut-être plus protestants. Enfin, il y avait de tout. Et c'était drôle pour moi de voir ça, d'être confronté à ça dans l'espace public. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et cette image, elle m'a marqué parce que je me suis dit que ça, c'est impossible en France. En tout cas, que c'est impensable en France. Et c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on repense aussi peut-être ce système-là, qui a une urgence à comprendre les religions et qui a une urgence à travailler avec les religions. C'est pour ça que le concept de citoyenneté religieuse, je le trouve intéressant parce que il crée cet espace-là, il crée cet endroit où la religion elle a enfin son espace dans le concept de citoyenneté française, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est relayé du coup à l'intime ou à la vie privée seulement. Donc, et ce truc-là, de croire que la religion c'est intime et ça se vit en privé, je pense que c'est un mot qui touche beaucoup de personnes qui sont du coup religieuses et qui sont dans des sphères plutôt diplomatiques, politiques ou entre guillemets les hautes sphères, quoi. J'ai pas envie d'utiliser cette expression, mais pour qu'on comprenne clairement. Je parlais avec un ami qui était du coup chrétien et qui, pareil, avait le même constat et qui me disait que bah, lui, dans son stage, il y avait aucun moyen pour lui de mentionner ça à ses collègues. Et je lui ai dit, mais c'est pas un cancer, c'est pas quelque chose de. Enfin, on devrait pouvoir en discuter, en parler. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que la pratique religieuse, c'est beaucoup, peut-être tabou. Nous y voilà, la fabrique du commun. Trouver les points communs pour se conjuguer. Qu'est-ce qui pourrait permettre à notre pays d'avancer vers une société qui prendra en compte toute la richesse de la diversité des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui en France? Comment faire pour alimenter le projet de notre communauté nationale? Quand je pense à cette idée de vivre ensemble, à chaque fois, j'ai une remarque de ma tante. Une fois, j'avais pas, enfin, on me parlait avec elle de ces concepts-là, etc. Et elle disait, mais vivre ensemble, mais c'est quoi vivre ensemble? On vit déjà ensemble. C'est, on- Enfin, c'est quoi le vivre Elle comprenait vraiment pas. Et ce truc, ça m'a fait un peu rire. Et à chaque fois que j'entends ce mot, maintenant, je pense à ça. Parce que je me dis que c'est vrai que c'est en fait, c'est un état qui est déjà sous nos yeux. Enfin, moi, je le vois avant Velin. La question de vivre ensemble, elle est pas une question pour nous. C'est une réponse. On est déjà tous ensemble dans ce milieu, on est d'origines différentes, on a des conceptions différentes, parfois des avis politiques différents, des religions différentes, des manières de vivre différentes. Et pourtant, on est tous ensemble et on crée quelque chose, on crée de la matière pour vivre aussi, que ce soit des associations, que ce soit des événements, que ce soit. Et je sais pas, mais moi, je suis plutôt positif quant à cette idée de vivre ensemble. Après, c'est sûr qu'il y a des obstacles aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques qui se posent et il faut les prendre à bras le corps. J'ai pas non plus de réponse tirée pour. Pas de réponse ni de solution miracle, mais, euh, mais je pense qu'il faut quand même garder toujours notre part d'humanité et comprendre que cette situation, elle peut être parfois intellectualisée, elle peut être parfois plus présente dans nos têtes, mais que des fois, il faut juste dézoomer et regarder ce qui se passe autour de nous, qui a des réponses très évidentes, parfois juste en bas de chez nous. Et moi, ça, c'est un peu cette mentalité que je vis. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je prends un peu tout enfin, du bon côté. Je vois toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Et du coup, bah, c'est un peu ma philosophie de vie, quoi. Voilà, bon courage aux personnes qui prendront à bras le corps ces questions. Je pense pas que le fait qu'on ait du mal à se connaître soit quelque chose qui soit volontaire en fait. Et du coup, c'est ce que, enfin, je perds un peu mes mots, mais c'est ce que je faisais instinctivement quand j'étais dans un environnement qui ne connaissait pas typiquement ma ville. Et du coup, ben, mieux se connaître, d'accord, mais connaissons-nous d'abord. Et du coup, c'est pour ça que je présentais ça. Et je pense enfin, il y a différentes échelles sur lesquelles on peut jouer. Et il faut qu'on soit conscient de ces différentes échelles. Tu vois, je pense, par exemple, on aurait pu peut-être dire oui, il faut faire un événement sur les jeunes qui viennent de banlieue à Sciences Po Paris, tu vois, typiquement, pourquoi pas. Mais je pense aussi que dans la vie de tous les jours,
il y a aussi, dans toutes nos actions, dans toutes nos interactions sociales, il y a cet espace-là pour mieux se connaître. Et ça dénote peut-être je sais pas, d'un caractère de vie, de quelque chose qui fait que, ben, faut qu'on ait envie de mieux se connaître, mais pas seulement pour pouvoir montrer ce qu'on a envie de dire ou imposer une identité ou une vision des choses ou juste dire ce que j'ai envie. Non, faut vouloir mieux se connaître aussi pour écouter l'autre et pour aussi prendre le temps de comprendre et d'échanger. Je pense qu'il faut être profondément et humainement à la recherche de l'autre, tu vois. Et ça, à travers les différentes échelles qu'on peut avoir. Est-ce que tu es heureux d'être en France? Est-ce que tu es heureux d'être en France et est-ce que tu as envie de faire ta part pour que la France soit plus heureuse? Pour que les gens qui vivent en France soient plus heureux ensemble? Mhm. Euh, Est-ce que je suis heureux en France? Question très profonde. Est-ce que je suis heureux tout court d'abord? Non, plus sérieusement, je pense que cette question-là de rester en France et de prendre à bras le corps certaines problématiques qu'on a vécues, inconsciemment, on se la pose avec, de manière générale, pas mal d'associations d'étudiants dans le supérieur à Paris, que ce soit les étudiants de la Sorbonne, les étudiants de Sciences Po, Polytech, etc. On arrive à créer des réseaux et il y a constamment cette question qui revient. Les gars, est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez partir? Et en fait, on sous-entend derrière que on a un mal-être dans notre positionnement. Mais notre positionnement, c'est lequel? Celui de porter une identité qui n'est peut-être pas en phase avec l'identité qu'on veut montrer en France. Quand je dis identité, j'englobe tout, hein, religion, euh, provenance géographique, origine. Et j'avoue que c'est une question à laquelle j'ai pas encore trouvé de réponse parce que je pensais souvent que l'horizon, l'international allait être une solution, quoi. Allait être un peu un Eldorado, que j'allais trouver ma place quelque part ailleurs. Et je la trouve pas, toujours pas. Alors on peut peut-être essayer les 190, 13 ou 18 pays qui existent, mais je pense pas que ce soit le but du jeu. L'idée, c'est surtout de comprendre, en fait, qu'est-ce qui nous bloque en France. Et là, je pense qu'il y a deux courants. On a vraiment les réformistes, ceux qui veulent vraiment s'investir en France pour essayer de bousculer sur cette question d'identité, pour essayer de faire avancer les choses, quitte à ce que ce soit le combat principal de leur vie et quitte à ce qu'ils prennent un peu, on va dire, bah pour le coup, on est sur un ring de boxe et c'est bien, je vais faire la comparaison, mais des uppercuts, et des uppercuts qui sonnent pendant peut-être des années. Et je pense qu'il y en a pas mal qui sont prêts à le faire. Et puis il y a ceux aussi bah, qui sont dans une quête de chercher son havre de paix personnel parce que pas tout le monde n'est peut-être fait pour mener ces combats-là. Et, mais je pense qu'on est tous utiles à notre cause à partir du moment où on y est conscient. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des différentes échelles d'action. Mais j'ai toujours pas trouvé de réponse. Alors moi, à titre personnel, je pense dans un futur proche m'autoriser plusieurs expériences internationales pour m'enrichir personnellement et aussi mieux comprendre ce qui peut se passer sur cette question d'identité, typiquement dans les différents pays et qui est toujours abordée de manière différente et originale. Et ça fait du bien parfois de voir ça, de voir des pays où on aborde les choses différemment. Mais voilà, j'ai toujours pas trouvé de réponse et on verra ce que l'avenir nous réserve.